J'ai l'impression d'avoir 11 ans, de regarder les 12 coups de midi et de voir quelqu'un qui a la réponse avant la fin de la question. Et qui est en mode j'ai. Moi, ce que je trouve le plus frappant, c'est de voir à quel point c'est facile de nuire dans le business en ligne. Même si certains mentent honteusement sur ce qui serait le meilleur business à lancer, Ça y est, évidemment. Louis se déchaîne. Encore une fois, le vrai visage de Louis, qui revient de temps à autre dans ce podcast. C'est vraiment très très croustillant. J'attendais qu'on en parle en podcast ensemble. Bon, là, j'avoue que je suis en train de me brider un petit peu. J'ai eu envie de dire des trucs et j'ai rien dit. Mais L'entièreté de chacune des phrases prononcées dans toutes ces vidéos, tout est pompé mot pour mot. il y a tellement d'options en 2025 pour lancer n'importe quoi que tu peux te retrouver face à une paralysie que je n'avais pas ressentie depuis des années. C'est le fait que quand il y avait 12 chaînes à la télé, on trouvait toujours un truc à regarder. Et quand on a 50 plateformes, on passe 50 minutes à trouver un truc à regarder à la télé. Alexis, j'aimerais qu'on commence ce petit podcast ensemble par un jeu aujourd'hui. J'ai un petit jeu, une petite devinette relativement simple à te soumettre. Elle est relativement simple parce qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités. Et en plus, elle a un petit enjeu où il va falloir expliquer derrière. Donc, je pense que c'est relativement ludique. J'ai, hier, subi la suppression pure et simple, certainement quasi définitive, d'une de mes sources de revenus. Une de mes sources de revenus assez importante. Alors, quand je dis assez importante, je ne veux pas être forcément dire dans le montant. Ce n'est pas quelque chose qui est complètement scalable, on va dire, mais un peu quand même. Et surtout, c'était quelque chose d'assez intéressant. Est-ce que tu peux deviner quelle source de revenus m'a été supprimée? Tu as même l'air d'avoir... Ouais. J'ai l'impression de voir quelqu'un au 12 coups de midi. En fait, j'ai directement pensé Ok. à un truc, donc je sais pas. Mais après, pas du tout. hein. J'ai l'impression d'avoir 11 ans, de regarder les 12 coups de midi et de voir quelqu'un qui a la réponse avant la fin de la question. Et qui est en mode j'ai. Ah, j'étais complètement comme ça. Tu sais, au fond, je pense que même quand on a 40, 50, 60 ans, on est toujours un peu des enfants au fond. On a les mêmes trucs comme ça. Bon, bref, j'allais partir sur autre chose dans le podcast. Écoute, je pense que c'était revenu de... mais peut-être pas du tout, parce qu'en fait, je vois pas pourquoi ce serait arrivé. De Legal Start. Alors, premièrement, c'est Legal Place. Ok. Mais- Tu vois, alors j'avais une chance sur deux. Ouais, j'étais pas sûr. Mais non, avec eux, ça se passe très très bien. C'est des très bons partenaires. Je suis Ok. ravi de continuer Donc, à bosser avec eux. pour les auditeurs, donc je faisais référence aux revenus en affiliation Ouais. de Louis, qui a donc plusieurs sources de revenus. Ça, c'est mon côté un peu pédagogue d'un seul coup. Je me dis, il y a les gens qui nous écoutent et tout. Donc, Louis qui a plusieurs sources de revenus, donc tu fais de l'affiliation, Voilà. de la vente de cours en ligne, de la Voilà. publicité, Voilà. et il n'y a pas autre chose. Bah si, il y a un truc qui a sauté. Tu fais du coaching, tu fais des Non. choses comme ça t'arrive un petit peu, mais autre chose qui a sauté. Ah, donc c'est pas dans ces trois catégories-là. Qu'est-ce que c'est Donc, C'est alors, peut-être attends. dans ces catégories-là, mais t'as pas cité le truc précis. C'est vraiment un truc précis. Écoute, c'est pas de l'affiliation alors? Non, Moi je pensais que ce C'est serait pas de l'affiliation. D'accord, ok. Ah, ça va être plus difficile. Écoute, qu'est-ce que C'est- ça peut être? C'est Autour des formations? C'est relativement facile, je te rassure. Ok, t'as perdu un programme? Non. T'as perdu par rapport à une collab et quelqu'un a fait le cours et du coup tu peux plus le... Non, Non. ok. Écoute, je suis pas sûr de voir. Je suis pas sûr de voir du tout. C'est une source de revenus que tu as aussi. Alors, je peux continuer de chercher. J'ai peur que ce soit pas passionnant. Tu peux poser des Euh, questions. Essaye de jouer le jeu du truc. Tu l'as. Ok. C'est vraiment facile. C'est pas tricky du tout. Ok, mais en rapport avec les formations et je sais pas, t'as perdu Non. ta plateforme pour les cours en ligne. C'est pas en Non. rapport avec les formations. C'est pas en rapport avec les formations. Mais qu'est-ce que moi j'ai? Parce que j'ai AdSense, j'ai l'affiliation. C'est AdSense? Bah oui. Ah d'accord, ok. Ah non, j'ai l'impression que dans notre conversation, on partait sur autre chose. Non, Je sais pas, ça- c'est pas du tout ce que j'avais compris. Je pensais qu'il y avait un lien avec les formations. Ok. Ta chaîne YouTube s'est faite démonétiser, c'est ça? Entièrement démonétisé et même plus que ça, compte ads clôturé, compte AdSense clôturé définitivement. Ah, c'est violent. C'est très violent. Ça représente, alors lycée sur l'année, ça représente pas une somme non plus astronomique. Ça représente quand même quelques dizaines de milliers d'euros, on va dire, ce qui me permet, ça me permet pas de payer Sur l'année, montant. c'était quand même tout ça?
Ouais, ouais, T'avais encore des bons revenus? ouais, j'ai des très très bons revenus. En fait, le fait que ce soit Shopify, les marques ciblent les chaînes Shopify et elles ont beaucoup de budget. Et il n'y a pas beaucoup de chaînes qui traitent uniquement de Shopify comme moi. Donc sur l'année, ça ne me finance pas le montage, mais quasiment, D'accord. de toutes mes vidéos. Montage et miniature, on va dire. Ça me revenait à l'équilibre. En gros, la chaîne finançait montage et miniature. Peut-être même un peu plus en fonction des Mhm. périodes, de la quantité de vidéos, etc. C'est que moi, j'ai connu ça, a été vraiment les montagnes russes sur les revenus AdSense. En fait, ils ont été très hauts à un moment et il y a eu un effondrement progressif. Aujourd'hui, ça représente pour moi 1000 euros par mois, ce qui est une goutte d'eau dans l'océan au regard de ce qu'on fait dans l'entreprise, hein, j'entends. Pour une personne, c'est très bien. Et du coup, moi, à une époque, j'avais des revenus, c'était monté à 4000 euros par Hmm. mois, tu vois, pendant même presque plusieurs mois d'affilée. Sinon, ça tournait autour de 3000 euros par mois. Les mois les plus bas, c'était 1008, par exemple. Et ça, c'était il y a 2 3 ans, je dirais. Ouais. Donc, j'ai cru que ce serait éternel. Du coup, je me voyais continuer de scaler, d'avoir une plus grosse chaîne, de me dire, bah, du coup, je vais aller même à 5000 euros de revenus par mois sur certains mois sur AdSense et tout. Je sais pas ce qui s'est passé parce que j'avais des CPM extraordinaires. Personne n'a ça. J'avais des plus gros revenus AdSense presque que Squeezie, tu vois. C'est pour dire que c'était vraiment élevé. Et en fait, je sais pas, ça s'est effondré. Il s'est passé un truc. Comme Ah, si j'avais perdu certains annonceurs, comme si les ouais, c'est CPM les s'étaient annonceurs. effondrés, mais c'est quasiment du jour au lendemain. Donc du coup, toi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé Donc, pour que tu perdes complètement tes revenus AdSense? moi, je suis dans le cas que tu as cité, c'est-à-dire que mon RPM, mon revenu pour 1000, il est super élevé. Je suis autour de 35 euros en moyenne pour 1000 vues, donc c'est Hmm. vraiment bien. Ça varie dans l'année. L'été, c'est plutôt assez bas. L'été, je fais des mois entre 800 et 1000 euros. Et l'hiver, donc en ce moment, on est plutôt autour de 4000 euros par mois. Donc lissé sur l'année, ça fait quelque chose d'assez intéressant. Euh, j'ai, semble-t-il, quelqu'un, et c'est là que ça devient vraiment très croustillant, quelqu'un qui envoie des vues sur ma chaîne dans le but de me faire striker. Ça fait plusieurs fois, c'est vraiment très très croustillant. J'attendais qu'on en parle en podcast ensemble. Il y a quelques mois, j'ai reçu un mail de la part de C'est Google m'indiquant c'est que surtout, je c'est surtout que recevais. je souris parce que je connais tes concurrents principaux, donc du coup, ça réduit le champ des possibles si tu veux. Ça réduit Mais le champ ouais, je des te laisse finir possibles. ton histoire Je trouve que et on en parle. ça réduit le champ des possibles et ça rend tout ça très plausible, bizarrement. Euh, donc, il y a quelques mois, j'ai reçu un mail de Google m'indiquant que mon compte était suspendu temporairement en raison de vues dont la provenance n'arrivait pas à être identifiée par Google. Et en gros, je lisais tout le pavé, achat de vues, clairement. Achat de vues, achat d'abonnés et tout ce que je ne fais évidemment pas du tout. Je ne suis pas complètement con. Ma chaîne me rapporte de l'argent. Si je me mets à acheter des vues, je vais beaucoup plus perdre d'argent que gagner de la notoriété. Enfin, je suis pas. Mon métier avec cette chaîne, c'est pas youtubeur, quoi. J'en ai à peu près rien à faire de faire 10 000 vues de plus par mois. Et donc, j'avais pris ça comme étant un cas isolé, peut-être une erreur de trafic, je sais pas. Donc, j'avais répondu à toutes leurs questions, envoyé, ils avaient validé, ils m'avaient dit OK, pas de problème. Il y a quelques jours, enfin, je dirais même avant-hier soir, j'ai reçu un mail m'indiquant que cette activité avait continué, qu'il y avait une grosse partie des vues, enfin une grosse partie, je pense que grosse pour eux, à partir de 5%, c'est vraiment gros, mais il y avait une partie de mes vues qui étaient des vues achetées, et donc ils ont striké, fermé euh, mon compte AdSense, je ne peux pas le rouvrir. J'ai fait appel, ils m'ont répondu que mon appel n'avait pas été entendu. Ça a l'air juste complètement fermé, définitif et clos. On va tout faire pour que ce soit pas le cas, mais du coup, il semble que quelqu'un achète des vues sur ma chaîne dans le but de me striker. Alors, au début, je pensais que ça pouvait me striker la chaîne et me fermer la chaîne. Apparemment, c'est pas le cas du tout. Ok. Ça peut juste me faire perdre la monétisation. Donc, c'est presque encore pire en fait, parce que c'est quelqu'un qui va me nuire uniquement financièrement. C'est-à-dire que je vais pas arrêter mon activité, je vais pas perdre ce que je fais. Donc, on est vraiment, si c'est le cas, bien entendu, quelqu'un qui est vraiment, on est dans de la cruauté, pure et dure, complètement. Mais voilà où on en est actuellement et voilà où j'en suis avec cette histoire pour l'instant. Je suis sur ta chaîne. Je trouve que tes vues sont pas déconnantes en plus. Je trouve pas non plus. Enfin, je veux dire, tout est très cohérent. De temps en temps, tu as une vidéo
avec plus de vues, mais c'est cohérent au regard du sujet et puis ensuite de l'autorité de ta chaîne aussi, donc des cours sur Shopify. Tu es en fait en concurrence avec assez peu de personnes euh, en haut, au sommet, j'entends, et tu as deux, trois concurrents principaux, je pense, pas plus. Mhm. On peut estimer que ça vient de l'un de tes deux, trois concurrents principaux. On peut estimer. Mais tu penses que les fausses vues, c'est sur ta grosse vidéo, c'est ça, Shopify? Non, je Ah, pense pas que ce soit sur toute la chaîne. Je pense pas que c'est à chaque fois que je sorte une vue, etc., parce que ça commencerait à coûter cher. Que je sors une vidéo, pardon, ils envoient des vues dessus parce que ça commencerait à coûter cher et ce serait pas forcément le plus optimal. Je pense que c'est des anciennes vidéos. Je pense qu'ils envoient des vues sur des anciennes vidéos parce que j'ai des fois des anciennes vidéos où d'un coup je me mets à voir un peu de commentaires comme si elles repartaient un peu dans l'algorithme. Alors, il y a apparemment cette grande théorie que parfois une vidéo peut repartir dans l'algorithme, qui est certainement vrai. Mais je hmm. sais pas, des fois ça me posait question, quoi. Je me demandais ce qui se passait. Je me dis, bon, cette vidéo repart, très bien. Et puis en fait, au bout d'un moment, quand j'ai reçu ce mail de la part de Google, j'ai assez vite fait le lien. Deuxième chose qui suit celle-ci, j'ai donc reçu ce mail, j'ai vite répondu, etc. J'ai publié une vidéo hier qui était censée être une vidéo qui allait extrêmement bien marcher, puisque c'est J'ai une vu. vidéo d'un grand comparatif entre deux outils d'email marketing, une grande guerre avec des points où chacun gagne un point, etc., en fonction des différentes fonctionnalités analysées de ces deux outils. C'est la pire vidéo, c'est le pire lancement de vidéo que j'ai fait depuis le début de ma chaîne. C'est fou. Écoute, je suis tombé sur ta vidéo hier et j'ai vu, et j'ai fait remarquer à Rachel que ta vidéo n'avait pas marché. Pas du tout. C'est vrai que par rapport au sujet abordé, je me suis posé la question de pourquoi. Donc, vidéo sponsorisée, normalement il y a un placement de produit dedans aussi, Ouais, c'est pour Omniscient, je crois. ouais, tout à fait. Je me suis demandé si ça avait impacté, mais bon, YouTube ils sont pas cons. Normalement ça impacte pas les performances d'une vidéo, enfin Et puis sinon personne fait ça. j'en ai plein des vidéos sponsorisées. Et puis c'est un outil avec c'est les deux outils les plus utilisés sur le marché à l'heure actuelle, c'est Ouais, ça pour des e-commerçants. ouais. Donc Klaviyo que je connais bien, mais Omniscient que je connais pas, ils m'ont juste harcelé boîte mail pour faire des vidéos aussi. Je ne leur ai jamais répondu. Mais ok, oui donc toi j'imagine que là très naturellement tu tisses des liens possibles avec les événements récents quoi. Et ce qui vient de se passer. J'espère que c'est pas le cas. Je suis pas du tout en train de dire, parce que il y a un truc que j'ai toujours détesté sur les réseaux de manière générale, c'est les gens qui hurlent au shadowban instantané, parce que en fait très souvent c'est juste que Mm. bah, ton contenu est à chier. Donc en fait au bout d'un moment les gens regardent plus. Mais je suis curieux de voir. Je suis curieux de voir. J'espère profondément que c'est pas le cas. Je pense pas encore que ce soit le cas. Je suis quand même assez étonné. Cette vidéo, je l'ai poussée comme d'habitude. C'est une vidéo avec les codes. C'est un duel entre deux outils. C'est des outils que les gens utilisent. Je suis curieux de savoir ce que ça va donner. On sort 2 vidéos Ouais. par semaine, donc je vais vite savoir. Il y a une vidéo qui est prévue pour dimanche, qui est une vidéo qui est censée vraiment extrêmement bien se référencer, créer ses mentions légales sur Shopify gratuitement en moins de 20 minutes. Une vidéo qui avait très très bien marché la première fois. Donc là, c'est avec de l'IA, c'est 2025, c'est plus récent, c'est plus tout ce que tu veux. Donc on verra. Mais si jamais tout ça est avéré, ça veut quand même dire que dans le business en ligne français, et plus spécifiquement sur Shopify, j'espère plus spécifiquement sur Shopify, sinon ça craint vraiment, quelqu'un essaye de me nuire de manière directe, de manière frontale. Il y avait déjà eu des petites choses de manière indirecte, des gens qui reprenaient exactement le titre de mes vidéos, notamment la partie la plus complète, la plus longue, la plus ceci. Après, il y avait un jeu avec les heures, etc. Mais rien de méchant à ce moment-là. Il n'y avait pas Mm. d'attaque, c'était plus reprendre quelque chose, etc. Là, si c'est avéré que quelqu'un est en train de faire ça sur ma chaîne, c'est quand même assez incroyable, je trouve. C'est presque le Shopify Gate, quoi. Il se passe quelque chose. Et j'ai un peu l'impression d'être dans mon coin et d'emmerder personne avec cette chaîne, ce qui ne sera peut-être pas le cas avec la suivante. Mais j'ai un peu l'impression de le faire dans mon coin tranquille. Donc je trouve ça vachement étonnant que quelqu'un ait pu me prendre en grippe. Moi, ce que je trouve le plus frappant, c'est de voir à quel point c'est facile de nuire dans le business en ligne. Je ne me rendais pas compte, jusqu'à ton anecdote, à quel point c'était simple. Ouais. Parce qu'en fait, moi, je ne l'ai jamais subi, ce que tu vis là. Mais ça veut dire que à tout moment, quelqu'un peut venir strike ma chaîne et la faire démonétiser relativement facilement. Parce que moi, j'ai l'impression que là, le mode opératoire, tu m'as décrit ce qu'il a fait, comment il l'a fait. J'ai l'impression que ça coûte pas beaucoup d'argent
et que c'est pas très sophistiqué comme attaque, Non. on n'est pas dans des grands sujets de cybersécurité, quoi. C'est juste, je vais sur un service en ligne, je vais pas vous donner la recette. Bah voilà, vous avez capté l'idée, quoi. Vous avez compris l'idée. Tu veux dire qu'il suffirait d'aller payer 5 euros sur telle plateforme pour pouvoir démonétiser la chaîne de WP Origami? Mais c'est fou. Non, mais j'allais dire que personne n'a intérêt à faire ça. Enfin, ça n'a aucun sens. Mais en même temps, on se serait dit la même chose pour ton travail. Ouais. Donc, ouais, je trouve ça. Moi, le plus dingue, c'est que je trouve que ce soit. Ça a l'air si facile, en fait, de nuire à quelqu'un. Imagine si c'était pour faire strike une chaîne, pour faire tomber une chaîne. Parce que, est-ce que finalement, c'était pas sa réelle intention? C'est juste qu'il maîtrise pas complètement les codes. Lui, il se dit qu'il peut peut-être faire strike ta chaîne. Et en fait, tout ce qu'il a réussi à faire, c'est la démonétiser. Ce qui va certainement pas ralentir ton travail. Au contraire, tu voudrais travailler même plus, vendre plus de formations et lui nuire encore davantage sur le gâteau que vous partagez, en quelque sorte. Tu vois, et ça pourrait être perçu comme ça aussi. Tout à fait. Après, est-ce que démonétiser ta chaîne ne lui permet pas aussi d'avoir, lui, de son côté, un meilleur RPM? C'est tout à fait possible. Ah, j'avais pas pensé à ça. Bah oui, on est sur un petit marché Shopify, c'est pour ça que nos RPM sont très élevés. Donc effectivement, si moi j'arrive si moi j'arrive il y a bientôt 2 ans, 1 an et demi et quelques, et que d'un coup j'obtiens un gros RPM, c'est forcément au détriment des autres. S'ils étaient 3 à se partager le gâteau et que d'un coup on est 4, forcément ça fait une sacrée différence. Et ce qui est assez intéressant là-dedans, c'est que si jamais quand même je débloque un petit truc que peut-être les gens qui nous écoutent se disent, je pense qu'il n'y a aucune chance que ce soit les très gros de notre milieu qui aient fait ça. Il n'y a quasiment aucune chance. Premièrement parce qu'il n'y a aucune raison. Deuxièmement parce que je ne leur fais pas de l'ombre. Troisièmement parce qu'on n'est pas concurrent direct. Donc je pense que dans tous les cas, c'est quelqu'un de relativement petit. Quand je veux dire relativement petit, je veux dire soit en dessous de moi, soit pas très loin au-dessus. C'est-à-dire pas plus de 100 000 abonnés que moi. J'ai 30 000 abonnés au moment où je dis ça. Donc je pense pas. Voilà, là on est en train de... Alex, il va voir. Parce que moi j'ai forcément des noms en tête. Je vais pas tarder à voir aussi. Écoute, là on est en plein dans les potins. Écoute, attends, je vérifie juste un truc. Voilà. Je vérifie juste un truc. Ah non, pas du tout. Ok, très bien. Bah non, mais on est obligé de se censurer là, où on en est rendu à un tel point. On est obligé de se censurer. Donc je ne dirais rien, mais c'est pas ce que j'imaginais. Okay. Je pensais à quelqu'un et c'est pas cette personne. Je pense qu'au fond de moi, j'avais envie que ce soit cette personne. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a entre 5 et 130 000 abonnés. Voilà, pour donner une petite fourchette. Si jamais vous avez envie de creuser, n'hésitez pas. Mais voilà, évidemment, ce ne sont que des suppositions, j'en ai aucune idée. Ça peut complètement être autre chose. Mais voilà ce que je vis en ce moment. Ce que je vis plutôt bien et de manière détachée. Quand j'en ai parlé à Félix, un ami commun, il m'a dit qu'ils avaient eu aussi un gros problème avec Google, d'une autre envergure, mais qui s'est tellement bien soldé que finalement, sur le moment, l'envergure était bien pire, mais ça s'est soldé en l'espace de un peu moins de 3 jours, de manière positive. Donc, j'ai eu l'impression que ça allait bien, mais ils ont à peu près perdu le Google Space d'un de ces gros clients sur lequel ils avaient toutes les adresses mail de la boîte, tous les calls des closers, enfin tout en fait. Ils se sont fait suspendre le Google Workspace. Ça s'est résolu en moins de 3 jours et ils ont tout retrouvé. Donc c'est un peu moins grave. Ok. Ça me fait penser à l'un des adages que je tire de Antifragile de Nassim Taleb, la survie avant le profit. Ça veut dire que finalement, s'il fallait tirer des leçons de tout ça, la vérité c'est que ça pourrait être bien plus dramatique. En fait, toi, tu sais monétiser ton travail et ta chaîne, et donc tu es déjà à la fois diversifié et surtout tu es beaucoup moins fragile au regard de ce que tu vends, de ce que tu fais. Il y a des youtubeurs, il y a des créateurs qui dépendent beaucoup plus de leurs revenus AdSense. J'en suis régulièrement à des gens qui font du bon travail, qui font des podcasts, qui font de la création de contenu, qui sont de vrais youtubeurs entre guillemets et qui ont essentiellement 2 sources de revenus qui sont AdSense et les sponsors. Mmh. Et AdSense, pour certains créateurs, c'est quand même une source de revenus importante. Ouais. Et encore plus quand ils ont de petits revenus, entre guillemets, ou juste en tant que personne et pas en tant qu'entreprise, c'est-à-dire ils gagnent 2-3 000 euros par mois, dont 1 300 euros d'AdSense par exemple, alors qu'ils ont 150 000 abonnés sur YouTube. Tu vois, ce genre de créateurs un peu mid-range, et il y en a beaucoup. Et eux, les revenus AdSense, c'est pas une option. C'est-à-dire que s'ils les perdent, tout de suite, ils font une vidéo, ils lancent un Tipeee. Tu vois. Donc, d'ailleurs, il y a des gens pour qui il faut vraiment... Oui, vas-y, pardon. Non, je rebondissais sur ce que tu disais. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui, depuis ces dernières années, se sont mis à diversifier en allant sur Twitch.
Oui. La majorité des youtubeurs vont maintenant aussi du Twitch parce que Twitch, il y a les dons, il y a le salaire de Twitch. Twitch te paye un salaire. Enfin, il se passe plein de choses. Tu peux aussi sponsoriser tes lives sur Twitch. Donc en fait, d'un coup, tu crées un écosystème où tu as plusieurs sources de revenus sur plusieurs plateformes. Donc forcément, ça les stabilise un petit peu parce qu'ils sont dans des proportions complètement différentes, mais ils sont soumis, comme nous, aux variations du RPM tout au long de l'année. Donc forcément, ça donne envie d'être beaucoup plus stable et antifragile, comme tu l'as dit, et de savoir gérer ce que tu fais. Savoir diversifier, savoir monétiser. Alors du coup, une astuce vieille comme le monde, j'ai envie de dire, à défaut vieille comme Internet, c'est de constituer sa propre liste de contacts mail. C'est hyper important parce qu'il s'agit littéralement d'un backup de votre business. C'est-à-dire que vous pouvez à la fois lancer n'importe quel produit ou service ou recontacter les gens facilement. Si vous êtes ban d'une plateforme, vous pouvez très facilement joindre à nouveau 5, 10, 15 000 personnes. Ce conseil est encore plus valable, de mon point de vue, pour des youtubeurs parce que c'est encore plus facile pour eux, avec la taille de leur audience et le reach stratosphérique qu'ils ont par rapport à des petits créateurs comme nous, de créer une liste de contacts de dizaines de milliers de contacts. Ce qui veut dire qu'en fait, ils peuvent très facilement rebondir et se dire, bon bah les gars, maintenant je suis présent sur TikTok, les gars, maintenant retrouvez-moi sur ma nouvelle chaîne YouTube, les gars, je suis sur Twitch. Et d'un seul coup, bon, évidemment, quand tu es un YouTuber connu et que ton nom génère des vues, tu peux rebondir d'une manière ou d'une autre, mais ça peut quand même faire très mal. Donc moi, je pense qu'apprendre à monétiser sa chaîne et savoir créer des sauvegardes et une forme de redondance dans ton activité, c'est important. Une forme de redondance dans les canaux de distribution, une forme de redondance dans les sauvegardes, donc la liste de contacts par exemple, de ton business, ainsi de suite. Et puis, moi, j'ai aussi des petites anecdotes par rapport à tout ça. Donc, il y a les revenus AdSense et puis il y a les revenus en affiliation. Moi, j'ai eu, depuis que j'ai lancé mon SaaS, Copylost, donc c'est un hébergeur WordPress, un hébergeur de site web WordPress. Depuis que j'ai lancé mon SaaS, j'ai eu un effondrement de plusieurs de mes sources de revenus. C'est assez intéressant la manière dont ça est arrivé parce que ça correspond au moment où j'ai eu une chute importante de mes revenus AdSense, c'est-à-dire qu'il y avait toujours une montée, une descente qui était saisonnière. Et du coup, là, à un moment, on arrivait à ce qui devait constituer une montée de saison. Tu vois, on est arrivé au printemps, été, donc normalement mes revenus devaient monter. Mes revenus ne sont jamais montés. Ils sont restés tout en bas et ils ont même continué de baisser. Et c'est devenu des revenus, voilà, je suis descendu en dessous de 1000 euros. Certains mois, c'est du 700, 800 euros. Enfin, c'était catastrophique. Pour moi, je trouve que c'était pas la fin du monde, mais voilà, c'était de très mauvais revenus quand tu as connu 4000 euros quelques mois auparavant. Tu vois, donc ça fait tout drôle. Et puis, en même temps, j'avais des revenus en affiliation qui étaient très importants du fait que je recommandais un autre hébergeur avant. Et quand je recommandais un autre hébergeur, c'était le plus gros de mes revenus d'affiliation parce que ça représentait 4, 5, pourquoi pas 6 000 dollars par mois. Et à partir du moment où j'ai lancé Copylost, du coup, j'ai évidemment donné le maximum de visibilité à mon projet, qui est un concurrent, direct ou indirect, à Hostinger. Donc, normal, tu vois, qu'il y ait des vases communicants et que je perde un petit peu là, que je gagne un petit peu là. Tout à fait. Okay. Sauf que moi, les vases communicants, je ne les ai pas vus. Ils n'ont pas communiqué, les vases, tu vois. Parce que d'un seul coup, du jour au lendemain, j'ai subi un effondrement de mes revenus en affiliation de 5 000, je suis passé à 3 500, à 2 500, à 2 000, à 1 500, à 1 000 dollars, à 500 dollars. Mais vraiment, en quelques mois. Et les clients, pour suivre ça de très près, hein, c'est ma boîte, ils ne sont pas tous venus chez Copylost, croyez-moi, parce que Copylost c'est plus cher, parce que voilà, c'est un autre sujet. Et donc ils sont pas du tout tous venus chez Copylost. Où ils sont allés, je ne sais pas. Mais il s'est passé un truc. Et alors là, on est à la limite du complotisme. Hein. Je ne sais pas si Hostinger a volontairement saboté quelque chose ou pas. Mais à partir du moment où j'ai lancé Copylost, Hostinger avait encore énormément de visibilité, l'ancien hébergeur que je recommandais, sur mes grosses vidéos qui devaient apporter 80% des revenus en affiliation que j'avais normalement avec Hostinger. Une énorme visibilité. Le fait que je lance Copylost n'a jamais coupé cette visibilité. Et même si j'en parle dans de nouvelles vidéos et que je communique par mail dessus et tout ça, du jour au lendemain, j'ai perdu des milliers de dollars de revenus en affiliation. Et je n'ai pas compris pourquoi, c'est-à-dire que je n'ai pas réussi à connecter les points d'information. Ça ne me paraissait pas clair, tellement peu clair que je vous avoue qu'il y a des gens dans mon équipe, pour ne pas le citer, qui pensent y voir beaucoup plus clair que moi et qui ne tournent pas autour du pot et qui disent « ils ont fait quelque chose », clairement. C'est juste que
quand tu es une très grosse boîte qui fait plus de 100 millions de dollars de chiffre d'affaires, je vois pas quel est l'intérêt de venir saboter un petit créateur YouTube qui lance sa petite application et dont personne n'entend parler. Je suis tranquille dans mon coin. Et je veux dire, ils vont faire quoi techniquement? Parce que ça veut dire qu'ils doivent volontairement venir saboter quoi, comment? Je veux dire, quand tu connais comment ça fonctionne avec des cookies d'affiliation et tout ça, je connais puisqu'on a un programme d'affiliation qui tourne, techniquement, il faut venir faire exprès de venir faire quelque chose. Et faire quoi? En fait, ça me paraît tellement pas clair que je ne peux pas croire à cette théorie. Mais en même temps, quand tu regardes à partir du moment où j'ai perdu tous mes revenus en affiliation et en publicité, on dirait vraiment qu'il y a eu un avant et un après Copylost et il y a eu un effondrement, mais qui correspond exactement au lancement de ma boîte. Et c'est surprenant pour ne pas le dire autrement. Je suis tout à fait d'accord. Je rejoins la personne de ton équipe qui dit qu'il s'est passé quelque chose. Parce que moi, je pense que quand tu as posé la question, pourquoi une boîte qui fait plus de 100 millions par an irait chercher, mais parce qu'en fait, je pense que quand c'est une boîte qui fait plus de 100 millions par an, c'est tellement organisé par pôle qu'en fait, la personne qui a décidé de cut les revenus d'affiliation d'un gros YouTuber dans sa thématique, dans un certain pays, la personne qui a décidé ça, c'est pas quelqu'un qui génère 100 millions par an. C'est quelqu'un qui est dans un bureau à Paris, qui a un petit portefeuille de clients, d'affiliés avec lesquels elle travaille, qui est un portefeuille important à valoriser auprès de la maison mère ou d'un pôle, etc. Et donc, en fait, je pense que c'est, si on rezoome, exactement le même principe que moi, la personne qui va peut-être 50 000, 60 000 abonnés de plus que moi, on se dirait, mais c'est bon, t'es largement devant moi, t'as pas besoin de me tirer dessus. Mais si, parce que la personne qui appuie sur le bouton, elle a un rétroviseur. Et dans son rétroviseur, il y a nous, avec un masque de moto des années 40, tu vois, 30, parce qu'en 40, les masques de moto, ils servaient à autre chose. Mais dans les années 30, tu vois, on avait des masques de moto comme ça, à fond, sur notre petite bécane. Et en fait, on est dans le rétro. Et je pense que pour eux, c'est ça. Et pour nous, ça peut faire un peu plus mal en fonction de si on est antifragile ou pas. Si c'est vraiment ça, je trouve que c'est aussi grave en fait que ce qui t'est arrivé finalement. Ouais. Donc, moi le plus gênant, je trouve, c'est que en fait, je connais les personnes qui peuvent prendre les décisions. Alors, en fait, je ne sais pas vraiment qui prend les décisions, mais disons que je connais le directeur France d'Hostinger personnellement. On a même mangé du wagyu ensemble plusieurs fois. Et on s'entend très bien, ou on s'entendait très bien. Enfin, je pense qu'on s'envoie toujours un message tous les 6 mois, tu vois. J'ai du mal à croire que ce gars-là, que je connais assez bien maintenant, ait pris cette décision. Voilà. Alors après, on ne sait jamais. Mais pour l'instant, je ne peux pas le croire. J'ai rencontré aussi le CEO d'Hostinger, je pense qu'il a autre chose à faire. J'ai rencontré le gars qui était chef du département plus WordPress d'Hostinger, que je qualifierais presque de CEO d'Hostinger, tant WordPress représente une partie importante de leurs revenus. Je rigole bien sûr, mais pareil, le petit gars tout calme là, que j'ai vu, avec qui on a discuté, qui m'a demandé 2-3 conseils et tout, en tant que YouTuber WordPress, j'ai du mal à croire que ce gars-là aussi... En fait, je me dis, mais qui a pris cette décision, quoi? C'est pas possible. Enfin, c'est vraiment un gars, peut-être personne lui a demandé son avis, il a fait preuve d'initiative tout seul dans la boîte, il s'est dit, tiens... non, mais en plus, il savait que je lançais une boîte. Enfin bref, après le timing est tellement excellent, mais vraiment excellent. Il faut que je te montre, je te montrerai en off. Il faut vraiment que tu regardes le mois où j'ai lancé Hostinger. Il faut que je te montre la courbe de mes revenus en affiliation. Regarde, tu vois cette courbe, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Comme ça. Je suis désolé pour les gens qui écoutent ce bruit, c'était inapproprié. Mais vraiment, c'est ça qui s'est passé. Donc c'est vrai que l'expression qu'on aime bien chez nous, ça donne du grain à moudre. Voilà. Ça donne du grain à moudre. Et moi, je vais donner du contre-grain à moudre. Est-ce que tu sais qu'il existe une... alors, il faudrait que je le retrouve parce que là, je vais pas le retrouver. Enfin, je peux le décrire, mais je ne l'ai pas retrouvé. Ceux qui veulent le chercher le retrouveront très facilement, j'en suis certain. Est-ce que tu sais qu'il existe un graphique on fait un pont, mais c'est pour qui va très bien illustrer ce qu'on vient de dire. Qui va plutôt donner un contre-argument à ce qu'on vient de dire, tous les deux d'ailleurs. Est-ce que tu sais qu'il existe un graphique qui montre une corrélation parfaite, et pas une causalité, une corrélation parfaite entre les sorties de films au cinéma de Nicolas Cage
et les morts par noyade dans les piscines publiques. C'est vrai. Aux États-Unis, bien entendu. Et Ok. Ils ont superposé les deux courbes, c'est ça? ils ont superposé les deux courbes, elles sont Ok. parfaitement identiques. C'était un graphique que nous, on étudiait en statistique. Et pour montrer que parfois il y a corrélation sans qu'il y ait causalité, parce que là il n'y a absolument aucune causalité. Alors, la dernière personne à laquelle j'en ai parlé a commencé à essayer de se dire non mais attends, je me souviens, il a fait un film où à un moment il se noie et tout. J'ai dit non mais attends, quel rapport ça peut pas se passer comme ça. Donc, parfois il y a des événements dans le monde, des événements dans l'univers. Je dis pas que c'est le cas pour le tien. Attention, je reste dans la team de la personne qui est dans ton équipe. Mais parfois, il y a des événements dans l'univers. Il y a tellement d'événements dans l'univers, finalement, dans notre univers du moins, qu'en fait, il y en a qui sont parfois parfaitement corrélés. Et cette histoire de Nicolas Cage et de mort par noyade dans une piscine, la courbe, enfin, t'as envie de la triple vérifier, quoi. C'est-à-dire que vraiment, il y a des pics. Il y a des pics d'un coup. Cette année-là, il y a eu, je sais pas, 45% de morts en plus dans les piscines, dans les noyades. Et c'est après assez impressionnant. Donc, les timings sont ce qu'ils sont. La vérité est ce qu'elle est. Et parfois, de temps en temps, très ponctuellement, il y a des petites corrélations sans causalité qui sont difficiles à croire. J'ai eu ce type de corrélation moi aussi. C'est un exemple, petit exemple tout bête, mais un concurrent a lancé un programme, un cours en ligne, et il se trouve qu'on a lancé quasiment la même chose à l'identique quelques jours, semaines plus tard. Et en fait, dans les yeux de mon concurrent, je sais à quoi ça ressemble. Ah Ça oui. ressemble à ah bah ça va être Ouais. une très bonne idée, on va faire ça. Ouais, C'est pas ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on bossait dessus depuis plusieurs mois bien sûr. et que personne n'a communiqué avec personne et que c'est un heureux hasard. Sauf que cet heureux hasard n'aura jamais l'air d'être un heureux hasard Ouais, bien dans les sûr. yeux de mon concurrent. Ça aura toujours l'air d'être, bon bah Alexis en fait, il regarde ailleurs ce qui se fait, il n'hésite pas à s'inspirer fortement et c'est un peu un copycat quoi, comme on dirait dans le milieu. C'est pas ce qui s'est passé et donc il y a eu la même chose dans l'autre sens, où j'ai fait quelque chose et un concurrent a fait quelque chose d'étonnamment similaire dans beaucoup d'aspects, très peu de temps après, ou dans un timing voilà, qui laisse penser que. Et en fait, bah, du coup, comme ça m'est arrivé aussi, du coup, je me prends pas trop la tête. Ouais. Je me dis pas, bon, bah là, il est en train de s'inspirer fortement de mon travail et de ce que je fais. Et il a vu que ça marchait, il fait la même chose, possible, mais peut-être pas. On est jamais vraiment certain. Et le problème, c'est que du coup, quand on est face à une injustice comme ça, l'injustice, en fait, c'est toi qui la vis. Bah oui. C'est que tu sais que c'est pas vrai, mais tu dis, qu'est-ce que tu veux que je dise, qu'est-ce que tu veux que je fasse. Ouais, tu peux Il n'y rien faire. aura aucune preuve dans l'univers qui pourra te montrer que, sauf si je montre euh, des pages Notion Ouais. antidatées avec l'historique et tout pour dire regarde, ça fait plusieurs mois qu'on bosse dessus et tout. Bon, tu vas pas faire ça, On évidemment. va jamais Donc, jusque-là. Ouais. voilà. Donc, je comprends effectivement. Des fois, il y a des heureux hasards comme ça. Je sais pas si tu as des petites anecdotes justement de hasard parfait. C'est peut-être pas en rapport avec le boulot d'ailleurs. Des moments dans la vie où il s'est passé un truc et c'est un timing exceptionnel, mais c'est quand même parfaitement dû au hasard. J'en ai quelques-uns, mais c'est pas sur ça que je voulais rebondir précisément. Je voulais rebondir sur un truc qui nous concerne tous, mais qui est complètement corrélé à ça. Souvent, ce que tu viens de décrire, les personnes qui le vivent le plus mal, ou en tout cas qui le mettent le plus en avant, c'est ceux qui sont spectateurs. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de deux youtubeurs qui, à quelques jours d'intervalle, sortent la même vidéo, en tout cas la vidéo sur le même sujet. Non, ça m'est arrivé d'ailleurs. Là récemment, un YouTuber qui sort une vidéo sur un sujet parfaitement identique à ma vidéo, qui a bien marché en plus, à quelques jours d'intervalle, avec une miniature très similaire et tout. Tu vois, j'y pensais pas, mais par exemple, ouais. Et ben en fait, souvent, c'est les spectateurs qui vont le prendre le plus à mal, avec des gros youtubeurs, je veux dire. Quand un youtubeur a Donc plusieurs. pas moi, quoi. Non mais, C'est ça que tu veux dire. non, mais avec des gens, enfin, avec des gens qui vont avoir des milliers de commentaires, tu vois, où il y a une espèce de masse qui se forme. Bien sûr. Oui, Bien sûr, bien entendu. donc pas moi, quoi. Effectivement. Vas-y. Et souvent, c'est vraiment les gens qui le prennent le plus mal et qui commencent juste à faire monter le truc en disant un tel a copié un tel, ah mais attends, c'est exactement la même vidéo que nanan. Alors qu'en fait, il y a quand même un truc que les gens ne comprennent pas, puisque c'est pas leur métier, mais c'est que même quand on fait pas exactement la même chose, même quand on n'est pas la même personne et qu'on n'est pas dans la même boîte, on évolue dans les mêmes sphères. Nos cerveaux sont soumis aux mêmes nouveautés, aux mêmes réflexions, aux mêmes échanges avec des gens communs. Et donc, en fait, c'est normal que forcément, à un moment dans notre carrière, des trucs qui se croisent. Et quand je dis dans notre, je ne parle pas des nôtres, justement, en l'occurrence, puisque moi, je suis certain qu'ils m'ont copié mes titres de vidéos, j'ai pas de doute, mais ça n'a aucun rapport.
Mais c'est qu'en fait, des fois, juste deux gros youtubeurs vont faire des vidéos sur les mêmes sujets sans du tout qu'il y ait aucune copie. Ça peut faire des mois qu'ils travaillent dessus, mais c'est juste que ils sont dans les mêmes sphères. Ils finissent par avoir des idées qui se ressemblent. C'est normal. Euh, Par contre, pour moi, ça fonctionne pas du tout avec la fameuse miniature fond blanc, tableau noir à la craie, le titre le meilleur business en ligne à lancer et un mec au milieu sur un bureau qui a une tête où il va t'expliquer comment faire du business dans ta vie. Ça, c'est purement du copier-coller. Il n'y a aucun doute là-dessus. Les miniatures sont les mêmes, les titres sont les mêmes, les argumentations sont les mêmes, même si ce n'est pas pour les mêmes business et même si certains mentent honteusement sur ce qui serait le meilleur business à lancer, Ça y est, évidemment. Louis se déchaîne, c'est bon. Encore une fois, le vrai visage de Louis, qui revient de temps à autre dans ce podcast. C'est vrai, je ne dirais pas que ce visage part, je dirais juste qu'il apparaît de temps à autre. Tu te Effectivement. défoules, tu lui parles directement à travers ce podcast. Je leur parle, parce qu'ils sont beaucoup à faire ça. Mais effectivement, là, on est dans du copie, dans de la copie pure, dure. C'est même pas, tu peux même pas dire, mais non, là, c'est juste une corrélation qui n'a pas de rapport et tout. Ce sont les mêmes miniatures. Elles sont faites de la même manière. Les titres sont les mêmes. Donc là, évidemment, je ne parle pas de ça quand je dis que parfois il y a corrélation entre deux vidéos sans qu'il y ait forcément causalité, bien entendu. C'est marrant parce que du coup, je rebondis sur un conseil qu'on donne très souvent aux débutants, justement, qui est de copier pour réussir. C'est-à-dire de reproduire quelque chose qui existe déjà, de ne pas chercher un nouveau marché. S'il y a beaucoup de concurrence, allez là. Ça veut dire qu'il y a un marché mature, ça veut dire qu'il y a des clients. Faites la même chose, en un peu mieux. Si vous n'y arrivez pas, vous en sortez pas, regardez ce que font les autres. Faites la même chose. Il y a vraiment ce conseil de reproduire ce qui marche. Mais il y a une différence entre les grands artistes copient, les génies volent, tu sais. Donc il y a une différence vraiment entre copier, voler. Je pense que cette fine ligne, elle n'est pas évidente pour tout le monde à trouver. Parce que c'est vrai que j'aurais tendance à dire justement à quelqu'un qui débute de reproduire au maximum quelque chose qui fonctionne déjà. Donc si je devais dire à quelqu'un comment lancer une chaîne Shopify, je lui dirais va voir ce que fait Louis. Vous m'entendez? Vous m'écoutez? Allez voir ce que fait Louis. Et regardez ce qui marche, juste analyser. Enfin, c'est pas compliqué, tu vois. Bon, là, j'avoue que je suis en train de me brider un petit peu. J'ai eu envie de dire des trucs et j'ai rien dit. Mais, mais vous voyez ce que je veux dire. Enfin, juste, vous reproduisez quelque chose qui marche déjà. Et après, en fait, ça devient difficile. Ouais. Parce que quelqu'un veut s'en sortir, veut gagner ses premiers 1000, 2000, 3000 euros sur Internet. Être un freelance épanoui. Mais en fait, c'est difficile de dire, copier, mais ne volez pas, quoi. Donc, ça, c'est le format qui marche. Refaites ça. Mais bon, copiez pas exactement. Mais en fait, refaites ça quand même. Et voyez les miniatures, là. Voyez, ces miniatures, elles fonctionnent bien. Bon, faites ce qui marche. Ouais, mais ne volez pas la miniature non plus. Mais enfin, faites un peu ça quand même. Oui, mais trouvez un peu votre patte quand même. Mais trouvez pas trop votre patte parce que justement, vous débutez. Et donc, vous savez pas trop ce qui marche. Apprenez simplement du succès des autres. Et donc là, d'un seul coup, on se retrouve dans une tension, tu vois, de toi et moi, de dire « Ah, j'ai pas envie que les autres me copient, me volent, reproduisent ce que je fais ou s'inspirent de mon travail. » Et en même temps, c'est naturellement ce qui arrive. Tu sais, le fameux panier de crabes où tu as les crabes qui s'agrippent sur les autres crabes qui sont déjà tout en haut pour les… Alors, la métaphore, normalement, en France, c'est pour dire que c'est pour les retirer dans le fond du seau pour que personne ne dépasse trop, tu vois. Mais moi, c'est plus ce côté horde de crabes qui se montent les uns sur les autres en essayant de tirer sur ceux qui réussissent déjà pour pouvoir passer par-dessus, et ça, tu vois. Donc, moi, c'est vrai que là, aujourd'hui, si quelqu'un démarre de zéro et me demande des conseils pour se lancer, c'est le premier conseil que je donnerais. C'est reproduire quelque chose qui fonctionne, que vous soyez dans de la création de contenu au début, que vous soyez freelance, que vous soyez un e-commerçant. C'est de reproduire une méthode du succès. La méthode du succès, elle est sous vos yeux, elle est partout. C'est les gens qui l'ont déjà fait autour de vous. Regardez ce qu'ils font et faites la même chose, en quelque sorte. Mais je ne sais pas où s'arrête, où commence le faites la même chose. C'est ça le problème. Moi, je suis assez d'accord. Ça me fait penser Je suis assez d'accord sur le principe, mais je vais ajouter une nuance qui est, selon moi, ce que moi j'ai fait et qui permet de copier sans voler. Enfin, en tout cas, de s'inspirer sans copier ou voler. Mais ça me fait penser, avant que j'aille là-dessus, à un concept que j'aimais vraiment beaucoup de Antoine BM, qui avait un concept sur la croissance quand on crée une entreprise, avec 4 phases. Il avait utilisé des animaux pour chaque phase. La première phase, c'est la phase du singe, me semble-t-il, où tu copies un petit peu, justement. Ensuite, il y a la phase du corbeau, où tu viens à l'antithèse de ce qui se fait, tu viens dénoncer ce qui est moins bien et te mettre en opposition. Ensuite, il y a la phase du lion, le moment où tu
commences vraiment à prendre de la place dans ton marché. Et ensuite, il y a la phase de l'éléphant, celle où tu es ancré, tu es une des grosses têtes, tu es posé dans ton milieu comme étant une des grosses références. Cette métaphore m'avait énormément marqué parce que je trouve qu'elle est vraiment, vraiment précise. Je vis dans un pays anglophone, j'ai que des mots anglais qui me viennent en tête. Elle est vraiment pertinente. Elle est hyper pertinente. Elle s'applique à plein de gens que j'ai vus évoluer d'un œil lointain ou en tant que spectateur. Et ça marche très très bien. La nuance que je viendrais donner à tout ce que tu as dit, parce que je suis d'accord avec toi sur le principe général, quand on débute, il ne faut pas commencer à essayer de se prendre la tête. Il faut partir de ce qui marche déjà. La seule nuance que je viens rajouter, c'est de mélanger. Tu mélanges deux choses qui marchent déjà. Tu viens chercher des inspi à plusieurs endroits et tu viens croiser des choses qui fonctionnent. Exemple, la miniature, tu n'es pas obligé, enfin, c'est pas toi que je vise, on s'entend, mais ils ne sont pas obligés de refaire exactement la même. Ils peuvent croiser avec un autre type de miniature qui existe, avec un autre style qui existe, qui n'a rien à voir. Pareil pour les vidéos. Tu peux refaire la vidéo de quelqu'un, mais en la croisant avec autre chose. En fait, c'est quand tu croises que tu arrives à un nouveau quelque chose. J'ai vu un truc il n'y a pas longtemps hyper intéressant, c'est que Steve Jobs, il n'a pas inventé l'iPhone, il n'a pas inventé Internet, il n'a pas inventé le téléphone, parce qu'il a inventé l'iPhone pour le coup. Il n'a pas inventé le téléphone, il n'a pas inventé Internet, il n'a pas inventé les écrans tactiles. Par contre, il a pris ces trois trucs-là, il les a mis dans le même objet. Et en fait, c'est exactement la même chose. Personne ne lui a dit « Ah, t'as copié ». Mais non, parce qu'en fait, littéralement, il a copié, il a pris des éléments qui existaient déjà, mais il n'a pas refait exactement ce qui existait. Il a croisé différentes choses. Donc je pense que copier, c'est indispensable. Et si en plus, les gens ont le courage d'essayer de croiser pour avoir un résultat un peu différent, je pense que c'est encore mieux. Ouais, chacun doit trouver sa propre combinaison. Je pense que le problème, c'est qu'on est tous à un état de maturité différente par rapport aux actions qu'on va faire pour lancer son activité ou son business. Et pour être déjà passé par là, ou des personnes de mon entourage, direct ou indirect, j'aurais tendance à dire que des fois, il y a des personnes avec lesquelles je leur dirais fais pas trop à ta sauce. Et mélange pas trop des trucs et tout, parce qu'en fait, c'est presque de l'art, tu vois. Et le goût, il est pas là. Le sens du goût, il est pas là. Donc, mélange rien. Regarde, tu peux te lancer comme ça en étant freelance. Tu peux aller sur telle plateforme, proposer tel service. Regarde, voilà les gens qui présentent leur service sur cette plateforme. Voilà comment ils le présentent. Voilà la description, voilà le SEO qu'ils font. Voilà la bannière, la photo de profil qu'ils font. Prends tout ça, c'est les ingrédients pour réussir. Et fais pas ta propre recette, fais la même chose. Ça ne marche pas si tu commences à faire à ta façon. Oublie ta façon, tu n'existes pas, tu n'as pas de personnalité. Fais la même chose, fais ce qui marche déjà. Et je pense que tu as raison, mais c'est ce que je disais au début, c'est que ça dépend de l'état de maturité de la personne par rapport à tout ça. Il faut tester un petit peu les choses. Et quand tu vois que tu restes galérien un peu trop longtemps, je pense que ça vaut le coup, peut-être parfois, de copier Louis Shopify OS, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, j'avais Je parle pour un freelance, par exemple, qui se lance et qui se lancerait sur une plateforme et qui veut juste vendre des services et tout. Et il cherche juste le meilleur service à lancer avec la meilleure description, la meilleure photo de profil, et il fait tout ce qui marche déjà. La seule chose qui sent, c'est sa tête, quoi. Oui. C'est que c'est lui et pas quelqu'un d'autre, quoi. Mais du coup, je suis d'accord, mais ça s'applique beaucoup plus à du service qu'à la création de contenu. En fait, l'exception, c'est la création de contenu. Parce que quand tu fais quand tu copies de la création de contenu, et j'ai un exemple par rapport à ça, là, on peut vraiment rentrer dans du très deep, dans du très précis. Je suis tombé sur une vidéo hier. Est-ce que tu vois qui est Capitaine Bobby? Non, faut-il que j'ai la référence, tu veux que j'aille regarder? Non, tu n'as pas besoin d'avoir la référence, je t'explique en 2 secondes. Extrêmement simple. Concept de vidéo très simple, trépied posé, en général en extérieur, filmé à l'iPhone de très près. C'est un type qui parle à la caméra, full authenticité. Il n'y a quasiment pas de cut. Il parle de manière posée. Une de ses premières vidéos, je crois, ça s'appelle « J'ai 25 ans et je n'ai pas d'amis ». Il est en extérieur dans la nature. Trépied, iPhone, voilà, c'est aussi simple que ça. Il parle pendant genre 15 minutes. Authenticité maximale, simplicité maximale. Tout est fait pour que ça ne marche pas. Et dans le monde d'aujourd'hui, donc ça marche. Puisque, en fait, c'est exactement ce que veulent les gens. C'est de l'authenticité à son prime. C'est du jus d'authenticité. C'est un mec qui parle, il parle même pas de manière spécialement prosaïque. Il est juste en train de s'exprimer, littéralement avec
Enfin, en appliquant le meilleur conseil qu'on peut donner à quelqu'un qui fait du contenu, c'est-à-dire parle comme si tu parlais à un ami. C'est exactement ce qu'il fait. Première vidéo, plusieurs dizaines de milliers de vues. Deuxième vidéo, plusieurs dizaines de milliers de vues. Troisième, quatrième, plusieurs dizaines de milliers de vues à chaque vidéo. Je ne sais même pas s'il n'est pas monté encore plus haut à un moment. Peut-être pas. Mais pour une chaîne qui vient d'arriver, il y a 3 mois peut-être. C'est possible que je sois tombé dessus par hasard parce que C'est je me possible. rappelle d'un gars où c'était très très raw. Il y avait une vidéo et juste il parlait. Je me rappelle à un moment d'être tombé sur une vidéo de quelqu'un qui dit j'étais là, j'ai pas d'amis. Ouais. Et ça tapait du dizaine de milliers de Ouais. vues. Et je me demande si on parle pas de ce gars-là. Je pense que je suis tombé sur lui déjà. Ok. Tout est faux. L'entièreté de chacune des phrases prononcées dans toutes ces vidéos, tout est pompé mot pour mot. Les lieux sont pompés, les habits sont pompés, les textes sont pompés. Tout est pompé. C'est l'inverse de l'authenticité, l'opposé exact, l'antipode extrême. Tout est faux. Alors, comment ça? C'est-à-dire que c'est scripté, déjà c'est ça que tu me dis. Entièrement scripté, pompé mot pour mot sur des Américains, mot pour mot, à seulement quelques dizaines de jours près. Les musiques sont pompées, les environnements sont pompés, la manière dont est placé le bonnet est pompée, la marque du bonnet est pompée. Tout est pompé. Le maître mot ce soir, on n'est pas le soir en l'occurrence, c'est pomper. Bien vraiment. sûr. Donc voilà. Ok. Ça, c'est fou. C'est dingue. Donc hier, je tombe sur une... Donc il a un prompteur, il a un prompteur, Il a- il a un prompteur, ouais, Il a un exactement. prompteur, effectivement. Donc hier, je tombe sur une vidéo où il y a sa grosse tête. Quand je dis sa grosse tête, je veux dire que sa tête est mise en avant de manière grosse, comme sur toutes ses vidéos. Sur toutes ses miniatures, c'est sa tête en très gros. J'ai eu envie de faire une blague et là je Non. sais pas qu'est-ce que je peux dire et qu'est-ce que je ne peux pas dire Non. en podcast. Donc Il y a plein de choses qu'on j'ai ne peut vu pas sa dire. Hein. salle. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas dire en podcast, bien entendu. Ok, bon on va pas le dire. Non. On veut garder Mais- la monétisation, nous. On veut pas qu'il y ait un podcast qui vienne et qui nous envoie des fausses écoutes. Cette chaîne n'est pas monétisée. Alexis, tu n'es pas payé pour ce que tu es en train de faire. Non. Et donc, Malheureusement. donc, sa tête, et en gros, à la place de juste son visage, comme sur la majorité de ces minias raw, vraiment nature, eh bien, il y a écrit menteur. Et le titre de la vidéo, c'est le plus gros mytho du YouTube game. Et ensuite, c'est un gars qui t'explique point par point, de manière extrêmement précise, en te mettant les dates des vidéos, sur quelle vidéo il a copié, sur quel YouTuber, comment est-ce qu'il a fait, les passages précis où il reprend mot pour mot des choses. En plus, le mec est vraiment complètement con parce que c'est des vidéos qui sont sorties il y a 10 jours. C'est-à-dire qu'il copie des vidéos sorties 10 jours plus tôt, pas des vidéos sorties il y a 5 ans. Donc en plus, c'est assez facile à identifier. Derrière, évidemment, sous couvert de développement personnel profond d'un mec simple qui fait des choses simples, il y a évidemment un accompagnement qui te sert à sortir d'une addiction, être une meilleure version de toi-même, te détacher. Il y a beaucoup cette notion de détachement, de voilà, Dev d'être perso, quoi. dev perso, être plus apaisé, voilà, tout ça. Bref, tout est odieux. Les gens se sentent vraiment trahis parce que pour le coup, c'est pas juste quelqu'un qui proposait du contenu et en fait c'est pompé. C'est quelqu'un qui proposait du contenu dont le cœur, c'est l'authenticité. C'était un mot qu'il répétait lui-même fréquemment. C'est quelque chose de beaucoup mis en avant dans tout ce qu'il fait. Et tout est faux. Ok, ouais, c'est vraiment un cas extrême là pour le coup parce Ouais. que on parle même plus. Il y a copier, il y a voler et il y a cloner. Ouais. Et là, tu me parles de clonage, quoi. Ce qui est encore un niveau au-dessus, c'est-à-dire vraiment, tu refais tout parfaitement à l'identique jusqu'aux mots que tu utilises. Là, c'est vraiment un autre niveau. Mais c'est un bon exemple, effectivement. Un exemple extrême, mais un exemple qui montre la différence entre copier et voler, quoi. Ouais, tout à fait. Et ça va même vraiment encore plus loin que juste les mots. Il y a carrément un espèce de rituel avec un drapeau, où il plante un drapeau dans le sol, un petit drapeau rouge. C'est pareil, c'est voler littéralement, quoi. Donc c'est assez impressionnant. Je vous invite à aller voir cette vidéo si jamais ça peut vous intéresser. Écoute, sans transition, juste petit sujet que je voulais aborder avec toi parce que ça m'a frappé il y a quelques jours, je voulais te le partager. C'est vrai que nous, du coup, quand on lance un projet, une idée, quand on veut vendre un produit ou un service, aujourd'hui, on a une méta qui est assez claire, on a un biais très très fort qui est en fait une bénédiction finalement, c'est qu'on a une communauté, c'est qu'on fait du contenu sur Internet. Et en fait, si on veut lancer n'importe quel produit ou service,
immédiatement, en fait, on va penser à l'alignement des intérêts. On va dire qu'est-ce qu'on peut lancer pour notre communauté, comme produit ou service. Et donc, très naturellement, ces dernières années, à chaque fois que je pensais à lancer une startup, un SaaS, un autre service, une agence, un produit, n'importe quoi, pas forcément des cours en ligne, j'avais toujours ce réflexe de me dire, je vais le vendre à ma communauté. Donc, qu'est-ce que je peux faire autour de WordPress? Bon, toi, tu peux faire la même chose. Qu'est-ce que tu peux faire autour de Shopify pour vendre un produit, un service, peut-être demain des applications Shopify, des thèmes, des trucs autour de Shopify, tu vois. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces dernières semaines, on bosse sur quelque chose de complètement nouveau pour nous. Je ne vais pas le détailler maintenant, mais on en parlera dans les prochains podcasts sans aucun doute, inévitablement. On lance sur un projet qui n'a rien à voir avec WordPress, qui est un SaaS. Et à un moment, j'étais face à un miroir. Ce que je dis est une métaphore, mais imaginez le miroir quand même. J'étais face à un miroir, face à moi-même. Et je me suis dit, en fait, je fais comment pour lancer mon projet? C'est-à-dire qu'il y a eu ce moment, ce blanc avec moi-même où j'ai réalisé en fait la chance qu'on avait, qui n'est pas une chance parce qu'en fait on l'a construit cet asset-là. Ouais. Mais une fois que tu l'as construit, en fait, les règles du jeu, le plateau de jeu est complètement différent de n'importe qui lance un produit ou un service. Et je l'ai réalisé, en fait, tu le sais déjà. Tu l'as peut-être déjà réalisé, mais en fait, entre le savoir et le réaliser, c'est deux choses différentes. Et la réalisation, c'est le moment où en fait tu percutes, toi tu lances un produit ou un service et tu te dis, mais ce n'est pas lié, alors il peut y avoir des petits liens quand même avec mon audience, mais ce n'est pas vraiment lié à la communauté que j'ai construite sur Internet ces dernières années. Et en fait, je me suis retrouvé dans la même situation que n'importe qui voudrait lancer un produit ou un service, ou une startup, ou les gens là, qui lancent des startups tous les jours. J'étais par exemple sur une plateforme, un launchpad de startup IA. Je voyais des centaines de SaaS IA qui se lancent par jour. Et je me suis dit, mais ces gens-là, comment ils font? Alors du coup, ils vont sur ce launchpad par exemple, mais comment ils font en général pour lancer un produit ou un service? Et ça m'a créé un moment de profonde introspection, tu vois, de me dire, mais c'est vrai qu'en fait, c'est pas si simple au début parce qu'il y a une sorte de paralysie. Et ça, c'est ce que j'ai ressenti. Je pense que c'est ce que ressentent la plupart des gens qui se lancent. En fait, à la fois, tu ne sais pas quoi faire parce que tu ne sais pas quelles seront les actions les plus rentables. Et en même temps, tu as l'embarras du choix, tu as trop de solutions. Tu peux regarder des tonnes de contenus pour te demander comment lancer ton produit ou ton service. Tu peux partir sur du call calling. Attends, est-ce que je vais appeler des entreprises ou des particuliers? Enfin, tu ne peux pas appeler des particuliers comme ça normalement. Mais est-ce que je vais faire du call mailing? Est-ce que je vais utiliser une plateforme comme Wallaxy pour faire du DM sur LinkedIn? Est-ce que je vais commencer à créer du contenu? Mais oui, du contenu, ça prend du temps. Est-ce que je vais faire du SEO? Ok, je vais avoir un mindset de gros hacker. Un gros hacker, il veut hacker sa croissance. Comment il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Quelle tactique je peux utiliser pour ruser et avoir une croissance infinie du jour au lendemain? Je vais lancer un SaaS. Je vais aller sur Product Hunt aux États-Unis. Je vais créer une communauté. Attends, je crée une communauté, mais je fais quoi? Je commence à créer du contenu sur LinkedIn. Je vais créer des forums sur Reddit. Je crée un Discord. Je vais faire un canal Telegram. Et en fait, il y a tellement d'options en 2025 pour lancer n'importe quoi que tu peux te retrouver face à une paralysie que je n'avais pas ressentie depuis des années. Alors non pas que je ne sais pas comment faire pour lancer mon SaaS. Je sais comment faire, on a déjà l'embarras du choix, on a déjà des idées, on sait déjà comment on voudrait faire. Mais j'ai eu un moment, j'ai ressenti quelque chose que peut ressentir quelqu'un qui débute et qui lance pour la première fois un produit ou un service, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Et je trouve que c'est une sensation intéressante que de repasser par là à un moment, de lancer, de refaire table rase, de repartir d'une page blanche et de relancer à nouveau un nouveau projet, quelque chose qui n'a encore une fois rien à voir avec ta communauté. Et je pense qu'on oublie, toi et moi en fait, au bout de plusieurs années, après avoir construit cet actif, on peut avoir tendance à oublier ce que ça fait que de démarrer de zéro et de faire cet effort-là, de faire ce travail-là. C'est hyper intéressant pour se mettre dans les chaussures de quelqu'un qui se lance justement, de se dire comment je fais, et non pas parce que c'est pas le manque d'options en fait le problème, c'est plus la paralysie du trop d'options, du trop plein d'options, et le fait d'arriver à canaliser tes efforts dans une seule direction ou d'avoir le bon état d'esprit pour te lancer en testant des choses rapidement et en disant ça marche mieux que le reste, je vais y aller à fond et tout, mais en fait c'est des choses qui sont pas évidentes quand tu te lances. Ouais, tout à fait. Donc j'ai fait référence au niveau de maturité d'une personne en business un peu plus tôt dans le podcast. C'est pareil, c'est identique. Ça dépend du niveau de maturité que tu as en affaires, entre guillemets. Donc, évidemment, je pense que je vais plus vite faire le tri. Et puis, j'ai aussi un peu plus de capital, dans tous les sens du terme. Capital d'équipe, capital d'expérience, capital d'argent, etc. Donc, moi, demain, si je me dis, on va faire du contenu sponsorisé,
on va dépenser de l'argent et aller chercher des influenceurs, des créateurs sur X, sur YouTube, etc. Bah, nous, on peut le faire. Bon, bah, souvent, quand tu te lances, il faut faire preuve d'un peu plus d'ingéniosité parce que les gens, ils n'ont pas je veux faire du contenu sponsorisé, allez, on y va. Ben non, ils ont pas ça en fait, les gens. Ils n'ont pas des milliers d'euros soudainement à dépenser en contenu sponsorisé. Parallèlement à ça, des fois, c'est le cas, puisque moi, je regarde beaucoup ce qui se fait justement quand les gens lancent une startup, comment ils font, et ils se retrouvent face à cette même contrainte de paralysie du choix. Et en même temps, il y en a plein qui ont levé des fonds et qui ont de l'argent, tu vois. Donc, ils peuvent aussi faire ça. Donc, on voit que les cartes du jeu sont différentes, les mains sont différentes, en fonction de si tu te lances ta startup, si tu fais de la levée de fonds, si tu es juste un freelance qui veut lancer ses services. Mais je suis repassé par des émotions que je n'avais pas ressenties depuis des années, qui m'ont traversé, et c'était très intéressant. C'était vraiment ce côté, mais je fais quoi pour lancer mon produit ou mon service maintenant? Et je peux faire 50 trucs différents, quoi. Ça m'a donné envie de répondre à plein de trucs que tu as dit. Et pourtant, c'est la fin du podcast. Et pourtant, c'est la fin du podcast. On peut gratter 3 minutes, on va dire. Vas-y. Première chose, c'est que cette histoire de paralysie du choix, la première fois que je l'ai matérialisé complètement, c'est avec un truc tout bête que tout le monde vit et tout le monde va se reconnaître dans ce que je dis. C'est le fait que quand il y avait 12 chaînes à la télé, on trouvait toujours un truc à regarder. Et quand on a 50 plateformes, on passe 50 minutes à trouver un truc à regarder à la télé. Et en fait, c'est exactement la même chose là. Il y a une espèce de truc qui se passe dans le cerveau. Je serais très intéressant de savoir plus sur ça, mais le fait qu'il y ait beaucoup de choix nous paralyse, notamment parce qu'en fait, on a toujours l'impression qu'on peut faire mieux. C'est marrant le truc que tu as dit, le truc du gros hacker. Comment je fais pour hacker ma croissance? Quand on se dit qu'on veut hacker notre croissance, on veut faire un truc ouf. On veut pas se dire, attends, là, je vais faire du gros hacking, mais en fait, ça va avoir les mêmes résultats que si j'avais fait des vidéos YouTube. On est dégoûté, tu vois. On veut que si on fait un truc qui hack, on veut que ce soit ouf. Donc, effectivement, il y a cette paralysie. Donc ça, je la comprends très, très bien. Deuxièmement, cette histoire d'avoir une communauté, d'avoir des gens qui te suivent, d'avoir une audience pour lancer des choses. Moi, j'ai créé ma chaîne YouTube pour ça. J'ai créé ma chaîne YouTube en me disant je vais créer un asset qui a plus de valeur que tout ce que je vais pouvoir faire, puisque tout ce que je vais pouvoir faire, ce sera forcément lié à cet asset-là. C'est vraiment des gens, être suivi par des gens, avoir une communauté, avoir une audience, voire, et c'est le cas de mon nouveau projet, une notoriété. C'est pour ça aussi que je vais changer d'axe, c'est parce que j'ai réalisé il n'y a pas longtemps, il faudra qu'on en parle en apéro, mais j'ai réalisé il n'y a pas longtemps que cette étiquette dont j'étais fier, parce que un peu en homologue à toi, j'étais devenu Monsieur Shopify. Récemment, je me suis rendu compte qu'il fallait surtout pas qu'elle me colle à la peau trop longtemps parce que j'ai pas du tout envie en fait d'être Monsieur Shopify. Et du coup, il faut vite aller sur autre chose pour que les gens identifient, parce que le dernier truc que tu as dit est très pertinent. Quand tu lances plusieurs trucs, ton étiquette change. Aujourd'hui, tu n'es plus seulement Monsieur WordPress. Tu es aussi CEO d'un SaaS. Tu en lances aussi un deuxième qu'on peut qualifier de micro SaaS, qui est encore un style différent. Donc ça commence beaucoup plus à ressembler à quelque chose de large. Et du coup, l'étiquette que tu as est beaucoup plus... en fait, quand les gens ne savent pas quelle étiquette te mettre, ils dézooment. Si tu fais un truc hyper précis, on te met l'étiquette truc hyper précis. Et plus tu fais de trucs, plus les gens dézooment. Et en fait, très vite, ça commence à ressembler à un entrepreneur, en fait. Un entrepreneur en ligne, un entrepreneur moderne, un entrepreneur du digital, un entrepreneur tout ce que vous voulez, mais un entrepreneur quand même. Et en fait, c'est tout à fait vrai qu'on peut être un entrepreneur avec cette base qui est une audience, de la notoriété, et qu'on peut se retrouver un peu démuni si on n'a pas ça. Et surtout, c'est un cheat code, quoi. Iman Gadzhi aux États-Unis a le mot-clé qu'il utilise pour qualifier ça, c'est le jouer au jeu en mode facile. Jouer au jeu du business, au jeu des services, au jeu de tout ce que tu veux en mode facile. Tu crées de la notoriété, effectivement, c'est vrai que c'est en mode facile. Alors, c'est en mode facile, pas pour tout le monde, parce que la partie difficile, c'est avoir l'audience, forcément. Ouais. Et là, beaucoup de gens ne sont pas du tout calibrés pour ça. Mais une fois que tu as réussi, c'est jouer en mode facile. Ça, c'est sûr et certain. Et puis, j'allais rebondir tout simplement sur le fait qu'en fait, construire une communauté, c'est jouer au jeu en mode facile. Mais en fait, le mode facile, tu as mis des années à le construire. Ouais, bien sûr.
C'est-à-dire qu'une communauté ne se construit pas en 2 semaines. Tu es obligé de le faire pendant plusieurs années. Au minimum, si tu es très bon, très talentueux, ça va te prendre quand même plusieurs mois avant de construire une base. Euh, c'est, euh, Tu ne peux pas l'accélérer ça. Tu ne peux pas faire autrement parce que sinon il n'y a pas de communauté. Tu peux valider ta capacité à générer énormément de vues très rapidement, mais ce ne sera pas une communauté. Ça ne peut par définition pas être une communauté avant plusieurs mois de travail. Donc en fait, tu es obligé d'y mettre du temps et les gens, quand ils se lancent dans quelque chose, ils ne se lancent pas avec un horizon de temps très, très important. Ils ont besoin de réussir quelque chose la semaine prochaine, le mois prochain, et ce n'est jamais compatible avec le fait de créer une communauté, même si une fois que tu as une communauté, plusieurs années après, bah, c'est jouer au jeu du business en mode facile, entre guillemets. Je pense que ça vaut le coup de continuer d'en parler parce que j'ai l'impression qu'on ne fait que effleurer un sujet qui est passionnant et qu'on aurait pu vachement creuser. Je pense que là, on arrive au bout du podcast et de notre disponibilité à tous les deux. Mais dans tous les cas, je te propose de continuer d'en parler peut-être la semaine prochaine, peut-être pas, si on a autre chose à, à discuter ensemble. Dans tous les cas, bah, merci beaucoup pour ta présence, Louis. C'était un plaisir cet échange. Et merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si jamais le podcast vous a plu, si vous passez un bon moment avec nous, pensez à nous soutenir en nous laissant une évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix parce que ça nous aide énormément pour toucher plus de personnes. Et je te propose, Louis, de se retrouver dans une semaine. Merci à toi aussi, Alexis. Bon courage à toutes et à tous. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao.